Pour cette première partie, en revenant donc sur l'aspect des TIS qui peuvent avoir un facteur positif dans l'épanouissement des personnes pour permettre ensuite une insertion sociale et professionnelle, j'avais tout d'abord envie de donner la parole à Pauline Rousseau qui est avec nous et qui est au bout de la table. Pourquoi je voulais vous donner tout d'abord la parole? Parce que si je ne me trompe, vous êtes, et je pense qu'on l'a dit partiellement, vous êtes une des premières étudiantes donc en e-learning, en promotion sociale ici à l'EFEC. Et justement, je pense que pour vous, c'était dans votre situation la meilleure solution. D'un point de vue personnel, vous m'expliquez notamment que vous habitez du côté de Verviers, du côté de Spa. Donc l'e-learning, pour vous, finalement, n'était peut-être pas la solution qui s'imposait, mais était en tout cas une bonne solution de ce point de vue. S'il n'y avait pas de e-learning, je n'aurais pas pu suivre la formation. Donc, sans avoir la possibilité de pouvoir faire une formation à distance, par mon travail, par la distance, je n'aurais pas pu suivre la formation et donc être diplômée. C'était la seule possibilité, en pouvant, je pouvais gérer mon temps, donc mon temps de travail et mon temps d'études, en revenant quand même ici à l'EFEC pour pouvoir rencontrer les professeurs et pour pouvoir passer les examens. Mais si j'avais besoin de travailler un dimanche, je pouvais faire 4 heures à distance le dimanche. Et pour que ce soit un tout petit peu concret pour nous, vous disiez que vous deviez revenir de temps à autre ici à l'EFEC. Il y avait beaucoup de présentiel ici ou c'était quand même essentiellement à distance? C'était essentiellement à distance et par unité de formation et de parcours, on avait un premier rendez-vous de présentation du cours, deuxième rendez-vous au milieu de formation pour justement, si on avait quelques questions ou approfondir certains points, et une dernière fois qui était l'examen. Qu'est-ce que vous en avez retiré personnellement de cette formation? Donc c'est un BES, hein, donc un brevet d'enseignement supérieur gestionnaire d'unité commerciale sur 2 ans. Qu'est-ce que vous en avez retiré? D'avoir été au bout, déjà, parce que ça reste long, 3 ans avec, comme je dis, je travaille, mais j'ai aussi une vie de famille, donc de pouvoir combiner les choses et puis d'avoir pu aller au bout. Et puis ça m'a apporté un support théorique que je n'avais pas. Je travaille plutôt de façon instinctive et ici les cours et les professeurs m'ont permis de justement avoir un bagage théorique, ce qui me donne beaucoup plus d'assurance après par rapport à mon employeur. Ce qu'on peut préciser, c'est que dans votre cas, enfin vous l'avez déjà indiqué, ça n'a pas permis une insertion professionnelle puisque vous travailliez déjà. Ça vous a permis simplement, ça vous a permis de vous conforter encore davantage dans l'entreprise où vous vous trouviez. Oui, comme l'entreprise m'a permis de suivre la formation, ça a renforcé mon engagement et mon amour pour mon entreprise. Parce que finalement, grâce à eux, j'ai pu suivre la formation, ils m'ont donné l'opportunité. Le financement aussi, parce que c'est eux qui payaient quand même tout, que ce soit les services qu'on avait aussi. Et donc ça a renforcé mon engagement pour l'entreprise. Une dernière question, peut-être pratiquement par rapport donc à l'e-learning. Est-ce que ça demande une adaptation particulière au départ? Est-ce que quand on rentre dans le processus, est-ce que ça demande une petite adaptation? Est-ce qu'entre guillemets, c'est un enseignement qui a ses règles? Il faut être relativement structuré et discipliné. Il n'y a personne qui est là pour nous donner des ultimatums, et donc si nous on ne s'en met pas, si on ne s'oblige pas à un moment donné à s'arrêter pour pouvoir travailler, on ne le fait pas et on ne va pas jusqu'au bout. Donc il faut vraiment être assez rigoureux par le travail, par la structure du travail. Oui, ce que vous évoquez ici, c'est la problématique du suivi en fait. Donc on est encore plus autonomisé étant à distance qu'en présentiel. Oui. Sinon, c'est très abordable, l'e-learning, c'est extrêmement abordable, la plateforme est très bien faite, c'est assez simple, tout le monde a accès à des mails, à ces mails, et c'est pas plus compliqué, on avait même des questionnaires à faire sur la plateforme, c'est pas plus compliqué que de faire par écrit, et pourtant, je ne suis pas non plus d'une génération qui est hyper connectée. Mais voilà, je pense que c'était intéressant d'avoir votre témoignage pour ouvrir la soirée. Et j'avais envie de me tourner vers vous au milieu de la table, Noël Verpoort, puisque vous êtes responsable de la réorientation professionnelle donc chez Bipost. Donc voilà ce qu'on essaye de voir maintenant. Est-ce que, grâce à un enseignement qui intègre donc les TIS,
est-ce que cela va pouvoir faciliter ensuite son insertion professionnelle ou éventuellement sa réorientation? Vous qui avez pas mal d'expérience en la matière. Bonsoir. Le projet de Bipost était vraiment de pouvoir permettre et offrir aux collaborateurs qui le souhaitaient de perfectionner ou de poursuivre des parcours scolaires qui n'avaient pas eu l'occasion, pour diverses raisons, de finaliser. Et dans ce contexte-là, il y avait deux objectifs, c'était de permettre à la fois à ces collaborateurs de grandir et de prendre, comme le disait Pauline, plus d'assurance dans le cadre de leur vie professionnelle. Et d'autre part, c'était aussi la volonté de l'entreprise de pouvoir éventuellement offrir des jobs d'une autre sorte ou dans une autre orientation pour les personnes concernées. C'est aussi éventuellement pour des personnes qui, par exemple, n'auraient plus envie de travailler à Bipost, l'opportunité d'avoir un bagage supplémentaire pour éventuellement aller essayer de solliciter ailleurs si d'autres opportunités se présentaient. Et donc c'est ainsi que le projet est né et que le projet a eu beaucoup de succès, mais il faut reconnaître que c'est un projet qui a demandé d'abord, je crois, moi je n'y étais pas à ce moment-là, mais d'énormes préparations et qui, grâce à toutes les énergies qui se sont concentrées, ont permis effectivement à des groupes d'étudiants, aussi bien ici que CESS qui sont encore en cours, de vraiment mener à bout des études qu'ils regrettaient peut-être de n'avoir jamais pu faire auparavant. Oui. Et l'investissement de l'entreprise dans ce cadre-là, c'est vraiment à la fois un soutien financier, puisqu'il y a la participation financière à tout ce qui est inscription et frais scolaires, et d'autre part, c'est aussi accompagner dans la mesure du possible les étudiants pour les aider aussi à arriver au bout de leur cursus. Parce que, comme pour tout étudiant, il y a toujours des hauts et des bas. Et le travail étant ce qu'il est, et malgré tout, quand on a travaillé 16 heures, qu'on a encore sa famille, et qu'il faut encore se remettre derrière l'ordinateur, qu'il faut travailler éventuellement le samedi et dimanche, sacrifier des heures de loisirs et tout ça, il y a besoin aussi quelque part de la part des écoles et de la part de l'entreprise d'un support moral quelque part pour pouvoir mener à bien et arriver au bout. Par contre, ce qui est très remarquable, c'est que toutes les personnes qui sont arrivées au bout ont fait un travail extraordinaire et peuvent vraiment être très très fiers de la performance qu'ils ont faite, parce que le challenge était énorme et certains ont eu l'occasion de déjà faire des promotions, que ce soit chez nous ou chez Carrefour d'ailleurs. Certains ont déjà eu l'occasion d'évoluer parce que justement ont pris une espèce de confiance en eux-mêmes et ont appris à maîtriser certaines techniques, certains vocabulaires dans certains domaines qui leur ont permis d'être mieux écoutés par leurs responsables. Et ça, c'est évidemment une plus-value extraordinaire. Et ça permet aussi le maintien à l'emploi pour certains candidats qui sont, je dirais, ce bagage complémentaire pourrait difficilement être maintenu. Et quelque part, ça actualise les connaissances maintenant. Ils auraient eu le même diplôme il y a 10 ans, ils étaient quelque part un petit peu décalés. Donc ici, c'est l'occasion de se mettre au parfum du jour avec des techniques du jour. Ce qui, évidemment, va tout de suite plus vite titiller l'oreille du responsable professionnel qui va les écouter. On va peut-être donner la parole à votre voisin, à Bruno Schröder, toujours à propos donc d'une meilleure insertion sociale et professionnelle. Et là, je pense que c'est intéressant donc de rappeler que vous avez piloté des formations pour des publics plus fragilisés, notamment en collaboration avec des organismes d'insertion socio-professionnelle. Dans ce cadre-là, quel est l'apport d'ETIS? Qu'est-ce que vous avez pu constater comme apport? On le voit dans deux domaines. Une première formation, ça consiste à former des programmeurs. Et donc là, le but du jeu, c'était vraiment de profiter des opportunités d'emploi qu'il y a dans ce domaine, puisqu'on était à ce moment-là, aux alentours de l'an 2000, il y avait plusieurs centaines de jobs de programmeurs qui sont des emplois relativement accessibles à tout le monde, indépendamment du niveau d'études, pour autant qu'on pense convenablement et qu'on ait la bonne formation, effectivement. Donc ça, c'était un premier paquet. On a mis à cette occasion à peu près 120 chômeurs de longue durée dans ces formations, et ce qui leur a permis de trouver un emploi de programmeur après un an de suivi et de fonction. Et aussi, je le précise, avec des profils de départ qui étaient vraiment spécialement des bons exemples de réussite académique, je veux le dire comme ça. Donc le diplôme, il n'y avait aucun prérequis en matière de diplôme pour rentrer dans ces formations. Donc
C'est vraiment simplement une évaluation sur la manière de penser. Donc ça, c'est un premier bloc de ces formations. Il y en a un deuxième qui est en fait basé sur l'attraction que l'éthique représente pour des publics en décrochage. Et on constate en fait que c'est bien souvent le meilleur moyen ou le seul moyen de les ramener dans les parcours de formation. Avec Bruxelles Formation notamment, on a eu plusieurs expériences où des jeunes qui étaient complètement en décrochage, qui ne voulaient absolument plus suivre aucune formation parce qu'ils avaient échoué, c'était trop long, ça m'a fait d'investissement, en fait sont revenus suivre des formations aux outils bureautiques de base, mais des formations qui étaient une semaine sur Word. Et à la fin de cette formation, à la fin de cette semaine, il y avait un questionnaire, il y avait un diplôme, il y avait un certificat. Et à la fin de la semaine, ils avaient obtenu quelque chose en fait. Et puis on leur proposait à ce moment-là de passer au deuxième module, qui était Excel ou qui était PowerPoint. Et finalement, au bout d'un mois, ils se retrouvaient en ayant fait un trajet d'un mois de formation avec 4 certificats correspondant chacun au travail d'une semaine. Et ça leur a montré, puisqu'ils ont suivi d'autres formations, donc ça leur a montré qu'ils étaient en fait capables de reprendre les formations, d'apprendre quelque chose et d'en retirer quelque chose également. Donc on a joué dans ces deux types de formations, on a joué sur les deux éléments différents de l'attractivité des technologies d'information. D'une part, les opportunités d'emploi qui sont là, on manque toujours pour le moment structurellement en Belgique de 8 à 9 000 informaticiens chaque année. Et d'autre part, le fait que c'est quelque chose qui est maintenant tellement présent dans la vie de tout le monde, que c'est un élément attractif extrêmement important qui motive des gens à suivre des formations. Alors, par ailleurs, mais là je n'ai pas été impliqué si ce n'est dans quelques réflexions au départ, en Flandre, ils ont le VDAB a utilisé des formations à l'informatique comme moyen d'apprendre le néerlandais. Et donc, comme ces formations existent dans plusieurs langues, ils sont traduites, notamment les outils Microsoft, c'est traduit dans, je sais pas, 120, 130 langues. Beaucoup d'arrivants et d'immigrants qui arrivaient en Flandre, qui ne connaissaient pas le néerlandais, en fait, ont été intéressés par ces formations. Elles ont été données en néerlandais, mais avec le matériel de cours dans leur langue d'origine. Et le VDAB utilisait ça non pas pour donner un cours d'informatique, mais pour les familiariser avec le néerlandais. Et on jouait sur les deux aspects à ce moment-là, ce qui a aussi vraiment très bien marché. Donc voilà, c'est cette attractivité globale pour la chose digitale qui fait qu'on peut, en fait, ça devient un élément d'insertion qui est assez efficace. Alors, on va donner la parole à Maxime Duquesnoy. Vous enseignez donc en promotion sociale et on va en même temps rebondir sur le témoignage qu'on a entendu en tout début de table ronde. Donc, par rapport donc à l'e-learning, il faut quand même rappeler aussi, c'est ce qu'on peut lire de temps à autre, c'est que c'est assez exigeant pour l'enseignant aussi. Donc, si l'e-learning peut présenter une série d'avantages, il y a la question du suivi qu'on abordait déjà un petit peu avec Pauline Rousseau. On ne peut pas simplement envoyer des consignes aux étudiants sans assurer de suivi, par exemple. Et je rebondirai justement sur ce que ma voisine disait tout à l'heure. Je crois que la rigueur et la discipline, elles s'imposent aux étudiants, mais aussi aux enseignants, parce que si on fait une activité en classe, que la consigne est mal rédigée, on va pouvoir la reformuler plusieurs fois, la réexpliquer. En e-learning, c'est aussi possible, mais finalement, ça va être très chronophage. Et donc, il y a une rigueur à avoir dans la consigne, penser comment l'élève va interpréter, est-ce que la consigne est suffisamment claire, détaillée pour qu'elle soit comprise par tous, pas mal interprétée, et pour que finalement le suivi ne soit pas simplement de la reformulation de consigne. Et c'est vrai que le côté suivi est parfois un peu décontenançant au début, aussi pour l'enseignant, parce que finalement, on n'est pas comme en classe où on peut capter un regard, voir un étudiant qui décroche, qui pique du nez. Là, finalement, on est devant l'écran, parfois à se demander ce qu'eux-mêmes font derrière leur écran. Alors, vous en avez qui sont très volubiles, qui vont envoyer des messages, des mails, aller sur le forum, et puis d'autres, finalement, voilà, ils se cachent un petit peu derrière l'écran, derrière la plateforme. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne travaillent pas. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à trouver d'autres indicateurs, d'autres indices que simplement une connexion. Moi, j'ai donné des formations en e-learning où vous avez des étudiants qui se connectaient 400 fois, mais finalement qui ne rendaient pas de travaux. Et donc, il y a autre chose que le nombre de connexions. Il y a parfois une intervention très pointue où on voit qu'elle a été travaillée plus longuement. Et c'est vrai que de fait, ça demande de réinterpréter certains codes qu'on a parfois en classe dans le présentiel et de changer sa manière
d'envisager les élèves et le rapport avec eux aussi dans le suivi, dans l'accompagnement de la formation. Et est-ce que ce serait imaginable d'avoir un accompagnement individualisé, justement, dans ce contexte? Donc, avec les moyens, évidemment, le fonctionnement de l'enseignement de promotion sociale, mais... À titre personnel, je trouve qu'il est davantage individualisé en e-learning que ce que je peux faire en classe. C'est-à-dire que si j'ai 30 étudiants en classe, je sais très bien que certains ne vont pas oser poser de questions, que je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions posées parce que le timing de la classe fait que la sonnerie me coupera la parole avant que j'ai terminé. Que là, je vais peut-être pouvoir justement orienter mes réponses de manière plus individualisée, voir, il y a tous les outils qui existent pour voir la progression de l'étudiant dans ses exercices, et finalement, le suivi est bien plus individualisé à mes yeux, en tout cas dans certains modules, parce que l'outil informatique va permettre ce suivi, de voir cette progression et d'individualiser de fait l'apprentissage et proposer aussi de la remédiation ciblée en fonction des besoins des uns et des autres, ce qui est parfois difficile en classe quand vous avez 30 personnes avec 30 niveaux différents. Alors, on va donner la parole à François Jourde, qui est à côté de moi, donc avec le regard du philosophe, donc toujours en restant sur cette question donc de l'épanouissement en vue d'une meilleure insertion sociale et professionnelle. Je pense que votre regard est intéressant parce que, si je ne me trompe, vous êtes aussi un partisan d'une pédagogie hybride, j'ai lu sur votre site, donc à la fois du présentiel, mais aussi du distanciel. Alors oui, donc moi je suis enseignant de philosophie, donc je fais de la philosophie dans mes classes, et j'essaie effectivement d'introduire le numérique. Et je consonne tout à fait à ce que disait Maxime à l'instant. Enfin, le numérique permet d'avoir des traces. Le numérique, c'est des traces. On produit des traces tout le temps et nous, on peut les collecter. Et on peut, sans faire des choses très compliquées, quand même analyser un petit truc. C'est intéressant de voir un étudiant, oui, effectivement, il est toujours en train de lire. Il va lire beaucoup, mais il n'intervient pas, ou, etc. Donc, on peut travailler sur les traces pour individualiser. Et vous parliez à l'instant de la difficulté qu'il y aurait de faire un suivi. Oui. Moi, je crois beaucoup et de plus en plus à la collaboration et à l'apprentissage, en tout cas à des séquences d'apprentissage entre pairs, des travaux d'évaluation réciproque. Les études, les méta-analyses de sciences de l'éducation montrent que c'est extrêmement efficace en termes d'apprentissage. Alors, il y a toujours l'expertise de l'enseignant qui scénarise le dispositif, évidemment, qui vient faire des interventions ponctuelles, mais le numérique permet toute une série d'interactions renouvelées dans la classe, alors entre l'enseignant et l'apprenant, mais aussi entre les apprenants eux-mêmes. Et là, on peut faire des choses, on peut faire beaucoup plus facilement des choses dont on sait depuis longtemps qu'elles marchent très bien, et on peut aussi réinventer des dispositifs de cours nouveaux. Alors ça, c'est bien pour nous aussi enseignants, parce qu'on aime bien, c'est un métier d'artisan, hein. Donc on construit nos séquences, c'est ça qui nous plaît beaucoup dans l'enseignement. Vous avez fait, vous avez vraiment produit quelque chose, vous avez construit ici, voilà. Et donc, mais voilà, je crois très fort finalement au poids. J'ai oublié le prénom de la jeune dame qui a fait de la formation en e-learning, mais on sent bien qu'elle Pauline Rousseau. Pauline avait besoin de revenir quand même ici pour avoir des interactions fortes. Et l'apprentissage, c'est quelque chose de social, donc il faut qu'il y ait des interactions fortes. Mais voilà, donc on arrive à faire ce qu'on appelle la pédagogie hybride, c'est juste de dire il y a des choses qu'on peut faire en classe et des choses qu'on peut faire numériquement. Mais c'est vrai qu'en retour, le titre que vous aviez placé au début, c'était s'emparer des TIS. Mais en un sens, les TIS peuvent s'emparer de nous, parce que les TIS nous permettent de nous interroger aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, là, en présentiel, en présence, qu'on ne pourrait pas faire autrement, qu'on ne pourrait pas faire par une machine, qu'on ne pourrait pas automatiser. Et donc, l'introduction des TIS, en retour, je trouve très fortement ça dans ma pratique et la pratique de beaucoup de collègues, réinterroge le temps de classe, ou le temps d'apprentissage en présence, et permet d'intensifier, de se rappeler qu'il faut intensifier les relations, les interactions à ce moment-là. Donc l'apprentissage, je trouve qu'il y a vraiment une interaction, le présentiel et le distanciel se nourrissent l'un l'autre, et voilà, en gros. Voilà, on reviendra vers vous un petit peu plus tard. Et pour terminer justement cette première partie, je voulais vous donner la parole à vous, Claude Tilquin, qui est chef d'établissement, donc dans l'enseignement de promotion sociale. Ce dont on parle, donc un épanouissement en vue d'une meilleure insertion sociale et professionnelle, c'est la première finalité de l'enseignement de promotion sociale. C'est inscrit en tout cas dans le décret qui organise cette forme d'enseignement.
Et de votre point de vue, est-ce que les TIS, justement, ont un rôle dans ce cadre? Sur base des 2 expériences que nous avons pu mener à l'école, la réponse est oui. La première expérience était celle développée avec le SPF Justice, qui nous a demandé d'assurer la formation continuée. On est dans un processus de formation continuée, là, de membres du personnel dans des domaines de bureautique essentiellement. Et là, la stabilisation des emplois ou la progression dans la hiérarchie des postes, puisqu'ils travaillent dans un système assez hiérarchisé à ce niveau-là, était une évidence à l'issue d'une formation réussie. Donc dans ce cadre-là, il était intéressant et important pour nous de pouvoir dresser le constat au terme du processus. Avec le public biposte, la réalité était fondamentalement différente, et elle l'est toujours. On s'adressait prioritairement à un public relativement fragilisé sur le plan scolaire en tout cas, puisque public porteur au maximum d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur. Et donc, nous leur proposions, en partenariat avec leur employeur, d'accéder à une qualification de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur. Au bout de 3 ans, parce que ça a été un processus relativement long, et nous arrivons maintenant tout doucement au bout de ce parcours de formation avec la première cohorte d'étudiants, au bout de 3 ans, nous pouvons dresser 3 constats. Le premier, où je vais rebondir d'emblée par rapport à ce que vient de dire mon voisin, ce qui ne nous apparaissait pas comme une évidence au départ, s'est très vite imposé à nous. Les présentiels ont une importance vitale dans le fait de pouvoir mener à terme pour les étudiants le processus de formation. Ils ont besoin de se rencontrer, ils ont besoin de rencontrer leurs enseignants, ils ont besoin de l'émulation du groupe. Et le constat que nous avons fait, nous, a été de devoir intensifier le rythme des présentiels par rapport à ce qui est légalement prévu. Nous n'en avons pas fait l'économie et nous ne le regrettons pas. C'est ce qui nous permet d'arriver au bout du parcours avec 26 personnes qui sont en passe de réussir vraisemblablement leur parcours. Nous nous sommes rendus compte aussi que l'utilisation des TIS, si elle revêtait énormément d'avantages, était d'emblée, pour le public auquel nous nous adressions, un obstacle. Un obstacle. C'était un obstacle dans la mesure où nous avions affaire à un public qui utilisait le numérique à la manière grand public pour relever ses mails, éventuellement échanger sur les réseaux sociaux, mais c'était à peu près tout. Et donc les premiers apprentissages, qui n'étaient pas initialement prévus dans le programme, ont été des apprentissages d'utilisation d'un outil, avec un mode opératoire à respecter, avec des précautions à prendre et avec beaucoup de rigueur, justement. Autre difficulté que cela représentait, c'était que l'apprenant ne venait pas à l'école, c'était l'école qui venait chez lui. L'école qui s'invite dans le salon où jouent les enfants, c'est pas toujours facile à gérer. Il a vraiment fallu qu'on travaille beaucoup sur le public, avec le public, pardon, sur ce point-là. Et donc, la découverte et l'utilisation raisonnée et intelligente, ou en tout cas la plus intelligente possible des TIS, était déjà un des premiers apprentissages indispensables. Il n'est pas aussi simple pour un public du niveau qui était celui du public auquel nous nous adressions, par exemple, d'accéder à une plateforme. Ça n'était pas du tout évident. Voilà. Il était très difficile aussi pour eux de faire la différence entre le forum d'une plateforme d'apprentissage et les réseaux sociaux. Il était très difficile pour eux de comprendre que l'enseignant n'était pas 24 heures sur 24 derrière son ordinateur, lui, pour répondre à leurs demandes. Et donc voilà, il y a tout un apprentissage qui a dû se mettre en place. Au-delà de ça, nous constatons que nous arrivons au bout du parcours avec 25 personnes qui vont vraisemblablement décrocher un titre supérieur à celui qu'elles avaient, leur permettant soit de stabiliser leur emploi, soit d'évoluer dans l'emploi. Et donc, dans ce cadre-là, oui, une utilisation raisonnée et intelligente des TIS dans un parcours de formation peut très certainement apporter énormément de positifs. Justement, on aura l'occasion, un peu plus tard dans le débat, de revenir sur ce que vous expliquiez, qu'il y a des obstacles qui peuvent se présenter pour certains publics.